Erickson, sa fille Betty Alice Erickson nous dit que c'était vraiment un génie. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui, quand il était enfant, quand il est né, en tout cas très rapidement, s'est rendu compte qu'il avait toutes sortes de handicaps. Il était daltonien, dyslexique, dyscalculique. Il avait un problème d'amusie. Alors l'amusie, ils ont mis du temps à détecter ça, mais donc c'est l'incapacité à pouvoir reconnaître la musicalité dans des phrases. Quand les gens chantent, il n'entend pas la musique, pour lui c'est juste du bruit en fait. Et donc ça a donné cette situation assez particulière que par exemple quand ils allaient voir un concert avec la famille, quand ils allaient à l'église, écouter du gospel, il observait les autres qui bougeaient, qui dansaient, qui avaient un certain rythme, une respiration différente. Comme il n'était pas lui pris par la musique, hypnotisé par la musique, il regardait les autres. Et puis après, parfois, il était dans la cuisine avec sa famille, il n'y avait pas de musique. Et alors il se mettait tout d'un coup à marquer la mesure d'une chanson rock, par exemple, où il y a un rythme assez soutenu. Et ça ne mettait pas 3 minutes pour que tout d'un coup, eh bien, les gens se mettent à fredonner une de ces musiques de rock. Où il prenait un rythme respiratoire, par exemple en classe. Il se mettait derrière il était derrière une petite fille là, de son âge. Et alors, il respirait derrière elle en faisant comme ça. Alors, cette respiration vraiment particulière, ça évoque la respiration qu'on a quand on s'endort, quand on dort. Et donc cette petite fille qui ne captait pas ce qu'il faisait derrière lui, se mettait à bâiller et à se décrocher les mâchoires tellement elle était fatiguée et elle ne comprenait pas pourquoi à chaque fois elle avait envie de s'endormir, mais parce que c'est déjà en fait les bases de l'induction. Cette respiration extrêmement lente ouvre en fait dans notre cerveau l'idée du sommeil, et dès qu'on a l'idée du sommeil, ben, on a envie de s'endormir. Et donc il avait 4 ans, 5 ans hein, quand il découvre tout ça. Il est vraiment, quand on dit que c'est un génie, c'est pour ça, c'est parce que comme Mozart, il s'est mis à faire ses gammes tout seul, sans qu'on lui apprenne rien. Il observait énormément. Et puis bon, ce qui a marqué évidemment très fort la vie d'Erickson, c'est qu'à 17 ans, 17-18 ans, il va faire une polio fulgurante qui va il va être paralysé des pieds à la tête, hein, donc il a que les paupières qui bougent encore. Et pendant 3 jours, il va être entre la vie et la mort. Et bon, il y a déjà voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces 3 jours. Mais ce qui va être vraiment marquant, c'est que après ça, il est donc paralysé. Donc il écoute beaucoup, il observe beaucoup. Et tous les après-midi, on le met dans un rocking chair devant la maison. Et on vient pour balancer son rocking chair parce qu'il veut du mouvement. Et à un moment donné, il n'y a personne, le rocking chair a arrêté de se balancer et il devient fou d'être paralysé dans son corps et qu'il n'y ait pas de mouvement. Et il veut que ça bouge, et il veut que ça bouge, et il veut que ça bouge, et il veut tellement que ça bouge qu'à un moment donné, cette obsession fait qu'il met dans son corps, en fait, il donne une impulsion à tout son corps. Donc sa pensée donne une impulsion au corps. Et voilà qu'à un moment donné, le rocking chair se met à se balancer. Alors il se dit, si rien qu'avec l'idée du mouvement, je suis capable de faire bouger ce rocking chair, je suis peut-être pas si paralysée qu'on veut bien me le faire croire. Et à partir de là, il va pendant des heures, des jours, se concentrer sur son petit doigt. Et il va se concentrer sur un mouvement dans son petit doigt et il va commencer à donner une impulsion, juste bouge, bouge, bouge. Et son petit doigt va se mettre à bouger. Et puis ses mains, son corps, il va récupérer en 2-3 ans l'usage de son corps, il va marcher, il va avoir plein d'enfants, il va se marier 2 fois, donc il va marcher avec une canne, on va connaître Erickson comme ça en tout cas. Et donc c'est déjà, les médecins disaient qu'ils ne comprenaient pas comment il avait fait. Quand on les examinait au niveau médical, tout son corps avait une morphologie très différente de la nôtre parce que les nerfs avaient trouvé un chemin différent évidemment pour se reconnecter. Donc Erickson, il a vécu l'hypnose dans son corps. Il n'appelait pas ça hypnose à ce moment-là, il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, juste il a observé que son corps était capable de faire des choses qu'on lui disait qu'il n'était pas capable de faire.
Et puis, il a fait des études de médecine, il est devenu psychiatre, il a été, enfin voilà, il a un petit peu obtenu tous les titres qu'on peut obtenir. Il a commencé à ce moment-là vraiment à comprendre ce que c'était que l'hypnose. Notamment, par exemple, à l'université, il va rencontrer un professeur qui s'appelle Clark Hull, qui donne des cours d'hypnose. Parce que l'hypnose, en fait, qui a été vraiment jetée dans l'opprobre par Freud, revient un peu au goût du jour dans les années 50 aux États-Unis, parce que pendant la guerre, les Américains ont voulu voir si l'hypnose pouvait leur être utile pour travailler avec des militaires qui revenaient de la guerre, traumatisés, et pour leur permettre de retourner au combat. Alors ça a fait des catastrophes parce que ces militaires, on les mettait dans des hypnoses directes où c'était leur supérieur qui les hypnotisait pour leur dire d'effacer la mémoire du trauma qu'ils avaient vécu. Ça voulait dire que ces hommes, comme c'était leur supérieur, ils n'avaient pas vraiment le choix, ils devaient obéir. Ils repartaient au combat, comme si tout était bien. Et quand ils étaient sur le terrain, qu'il y avait de nouveau une bombe qui explosait, il y avait le trauma d'avant qui repassait. Donc ils ont eu après c'était des catastrophes psychologiquement. Mais donc en tout cas, l'hypnose, on en reparle à ce moment-là, et Clark Hull est un des messieurs qui enseigne l'hypnose à l'université à cette époque. Et notamment, il fait des hypnoses qu'il enregistre. Et il dit voilà, on va pouvoir savoir comment une personne entre en transe en fonction de cette hypnose enregistrée. Et directement, Erickson s'oppose fermement à cette idée en disant mais c'est complètement idiot. Chaque être humain, chaque individu est différent. Et on ne peut pas comparer sa capacité à entrer en transe sur la base d'une même hypnose qui va être faite pour tout le monde. Parce que pour que chaque personne puisse entrer en transe, il va lui falloir une transe individuelle, particulière à sa plasticité. À savoir, il y a des gens qui sont plus visuels, des gens qui sont plus auditifs, il y a des gens qui sont plus kinesthésiques, il y a des gens qui arriveront à rentrer en transe parce qu'on va leur raconter des histoires. Il y a des gens qui vont entrer en transe parce qu'on va travailler sur leur corps. Chacun a des portes d'entrée différentes dans la transe. Et donc le travail de l'hypnothérapeute, c'est de trouver le chemin qui va être le bon pour la personne, pour lui permettre de pouvoir utiliser les propriétés de son inconscient. Tout le monde est hypnotisable, quelque part, entre guillemets. Après, l'hypnose n'est pas toujours le meilleur outil, celui qui est le plus souhaitable pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé.